Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. J'ai décidé de revenir sur un match qui vous a marqué à tous. France-Nouvelle-Zélande, finale de Coupe du Monde 2011. Cette finale qui se déroulait à Auckland, dans l'Eden Park, temple sacré des Néo-Zélandais. Là où personne ne voyait l'équipe de France arriver en finale contre les Néo-Zélandais, je vais tout vous dire, tout ce qui s'est passé. Vous en voulez probablement encore à l'arbitre Craig Joubert, même 15 ans après. J'ai décidé de décortiquer chaque situation, chaque action et vous donner la vraie analyse de cette rencontre. Pour éviter d'alourdir l'analyse, j'ai découpé ce match en plusieurs chapitres. Chapitre 1, le parcours chaotique du 15 de France en phase éliminatoire. Chapitre 2, l'arbitre et l'arbitrage. Chapitre 3, les brutalités. Chapitre 4, Richie McCaw. Chapitre 5, Thierry Dussautoir, le Dark Destroyer. Chapitre 6, les essais. Chapitre 7, erreurs et indiscipline française. Chapitre 8, la mêlée. Chapitre 9, les fautes invraisemblables des Néo-Zélandais. Chapitre 10, une fin de match perdue par l'arbitre. Lors de ces phases éliminatoires, l'équipe de France perdait 2 de ses 4 matchs. Notamment un contre les Tonga qui faisait grincer des dents le staff et l'encadrement du 15 de France. Malgré ces 2 défaites en poule, l'équipe de France se qualifiait pour les phases finales totalement par miracle. Place maintenant aux phases finales. L'équipe de France rencontrait le 15 de la Rose. Dans un match plutôt plaisant, tout le monde avait la sensation que le 15 de France avait retrouvé son rugby. En battant les Anglais 19-12, l'équipe de France filait tout droit vers les demi-finales. Cette fois-ci, en demi-finale, la France était opposée au Pays de Galles. Un événement tout particulier, le carton rouge de Sam Warburton pour un plaquage très dangereux sur Vincent Clerc, modifia totalement la rencontre. Après ce carton rouge, tout le monde se disait que l'équipe de France n'allait faire qu'une bouchée des Gallois. Mais, comme rien ne se passe comme prévu dans cette Coupe du Monde avec l'équipe de France n'arrivera jamais à se débarrasser complètement des Gallois et arriva à vaincre le 15 du Poireau par un score étriqué de 8-9. Grâce à cette victoire, la finale s'ouvrait devant l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Chapitre 2, l'arbitre et l'arbitrage. Nous sommes seulement 4 ans après le quart de finale qui a déjà opposé la France à la Nouvelle-Zélande. Avec un en avant monstrueux, énorme, qui n'a jamais été vu par l'arbitre Wayne Barnes et qui offrit, à l'époque, lors de cette Coupe du Monde 2007, la victoire au 15 de France. La défaite des Néo-Zélandais n'est jamais passée. Des menaces ont été proférées à l'encontre de l'arbitre Wayne Barnes. Forcément, 4 ans plus tard, nous sommes en finale de Coupe du Monde. Personne n'a oublié la victoire du 15 de France avec cet en avant. Maintenant, intéressons-nous au patron des arbitres de l'époque. Patrick Denis O'Brien, ou plus communément appelé Paddy O'Brien, était de nationalité néo-zélandaise. Imaginez-vous, en 2011, finale de Coupe du Monde, la pression populaire et la pression des instances néo-zélandaises énorme sur les épaules de Paddy O'Brien et sur les épaules de l'international rugby board. D'ailleurs, en 2012, un an après la Coupe du Monde, Paddy O'Brien choisit de démissionner de son poste de sélectionneur des arbitres internationaux. Maintenant, parlons de l'arbitre Craig Joubert. Craig Joubert, connu pour son extrême sévérité sur les phases de hors-jeu et les phases de plaquage ruck, était la nouvelle étoile montante de l'international rugby board. Paddy O'Brien désignait Craig Joubert sur toutes les rencontres majeures précédant la Coupe du Monde. Il fallait préparer Craig Joubert pour arbitrer une finale de Coupe du Monde. Chose invraisemblable qui n'arrive absolument jamais. Paddy O'Brien désignait Craig Joubert comme arbitre en quart de finale, en demi-finale, puis en finale de Coupe du Monde. Dans l'histoire de l'arbitrage mondial, cet événement n'est jamais arrivé lors d'une Coupe du Monde. Imaginez-vous, à la place de Craig Joubert, passer 2 mois complets en Nouvelle-Zélande. Bien évidemment, vous vous confrontez au peuple néo-zélandais, vous discutez, vous lisez les journaux néo-zélandais qui sont bien évidemment partisans total des All Blacks. Tous les jours, vous lisez la même presse, vous avez les mêmes commentaires, les mêmes remarques, et puis quand la finale approche, tout le monde
bien évidemment, s'est fait un malin plaisir de rappeler que les Français avaient gagné lors de la dernière Coupe du Monde par un en avant qui n'avait jamais été vu. Cette pression insinueuse est vraiment difficile à supporter pour un arbitre, même de haut niveau. L'arbitre de haut niveau reste un homme, je vous le rappelle. Maintenant, place au match. Accueillis comme il se doit par un Aka Kapaopango digne de ce nom, les Français répondaient par un V. Cette image marquait l'ensemble du rugby mondial. Avec des visages ultra fermés, les Français, malgré ce parcours chaotique tout au long de la Coupe du Monde, étaient totalement prêts à affronter les Néo-Zélandais. Chapitre 3, les brutalités. Dans ce match, de nombreuses brutalités ont été détectées de la part des Néo-Zélandais. Des choses incroyables. La première, subie par Morgan Parra. Regardez cette situation. Tout part d'une touche pour les Néo-Zélandais. Vache pour époux, Nonou, Nonou tape sur Morgan Parra. Morgan Parra, qui je vous le rappelle, a été préféré à François Trinduc au poste du numéro 10. Bien évidemment, l'attaque néo-zélandaise avec ses Conrad Smith et Nonou tape sur la charnière et donc sur le numéro 10. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ce qui est moins normal, c'est l'attitude de Richie McCaw, que vous voyez ici, juste ici là, qui vient. Là, rien de spécial a dû vous heurter. En tout cas, ce qui pose un vrai problème, c'est le fait est que Morgan Parra reste au sol de très longues minutes. J'avance. Morgan Parra toujours au sol. Touche ici. Morgan Parra toujours au sol, entouré du staff médical du 15 de France. Vous le voyez ici, plein milieu de l'écran, toujours au sol. De longues minutes passent avant qu'il puisse se relever. Alors, on se dit, qu'est-ce qui a pu se pincer? Je vous mets maintenant le ralenti de cette situation. Voici le ralenti. Sur cet angle de caméra là, qui est côté français, on ne voit absolument rien. Ce qui est intéressant, c'est l'angle de vue de l'autre. Regardez l'attitude de Richie McCaw. Je vous mets le plan en gros. Vous voyez clairement son poing armé, plein visage de Morgan Parra. Et derrière, le genou suit à nouveau en plein visage de Morgan Parra. Cette brutalité laissa KO notre demi d'ouverture français. Après de longues minutes et une tentative de reprendre le jeu, Morgan Parra sera contraint de sortir. Son visage tuméfié ne laissa aucun doute sur la violence du choc. Vraiment, Morgan Parra a été clairement visé par Richie McCaw dans un jeu déloyal. Regardez maintenant cette charge illégale sur Vincent Clerc. KUI monte au ballon et ne cherche même pas à attraper le ballon, mais à déstabiliser Vincent Clerc, alors que Vincent Clerc est en l'air pour attraper le ballon. Craig Joubert ne bougera pas. On continue avec la brutalité néo-zélandaise. Regardez cette charge de Thorne, qui porte le numéro 4 néo-zélandais. Totalement gratuitement, il vient mettre un grand coup d'épaule sur le côté d'un ruck, sur un joueur français. Jean-Baptiste Poux, solide pilier gauche, se relèvera sans difficulté. Mais la faute est plutôt claire. On continue cette fois-ci, mais on est en deuxième mi-temps. François Trinduc récupère le ballon, redémarre sa course, et regardez le pilier gauche, ce qu'il fait sur François Trinduc. Image incroyable. Même le joueur au sol s'excuse. Il est persuadé que Craig Joubert allait le pénaliser. Mais là, encore une fois, aucune réaction de la part de l'arbitre. On continue, regardez, ballon pris par Maxime Mermoz, le plaquage haut de Donald passera crème. En même temps, au vu de ce qu'on a vu précédemment, il y a peu de chances que ce plaquage haut passe comme un jeu déloyal, alors qu'il est clairement très haut. Voilà pour le chapitre brutalité. Vous l'aurez compris, ce match était particulièrement engagé au-delà de la limite acceptable dans un match de rugby. Le rugby est un sport de combat collectif qui donne suffisamment de latitude pour se faire mal. Les plaquages, les contacts, les impacts. Mais quand on rentre là-dedans, et surtout quand vous n'êtes pas protégé par l'arbitrage, cela pose un vrai problème d'équité. Chapitre 4, Richie McCaw. Vous le savez, un joueur très respectable, mais sur cette finale, Richie McCaw s'est permis des largesses tolérées par Craig Joubert qui sont vraiment incroyables. D'ailleurs, connaissez-vous la deuxième passion de Richie McCaw? Pilote
d'hélicoptère. Et vous savez pourquoi? Parce que dans un hélicoptère, on rentre sur le côté, comme sur les phases de ruck dont il s'est permis quasiment toute sa carrière. Et je vais vous montrer toutes les situations où Richie Mako s'est mise à la faute. Et elles sont incroyables, incalculables. Et probablement que dans mon montage, j'en ai omis une ou deux que je n'ai pas perçues dans l'analyse. Mais il y en a déjà tellement que ça suffit largement pour soit exclure ce joueur sur un carton jaune, soit au moins le pénaliser. Et par rapport à l'étendue de sa prestation sur ce match-là, croyez-moi, les peu de fois où il a été pris ne restent que dérisoires par rapport à toutes ces phases de hors-jeu, de rentrer sur le côté, de rester dans la phase de plaquage pour gêner et ralentir les ballons des Français. On y va et on ne s'en prive pas. Regardez l'attitude de Richie Mako. Richie Mako, vous le voyez ici, au bout de ma souris. Plaqueur sur Emmanuel Aridordoki. Regardez son premier réflexe. Son premier réflexe, il est de se tourner dans le camp adverse pour, quand la phase de plaquage sera complétée, se retrouver dans le camp adverse. Regardez, il tombe dans le camp blanc. Et là, sans jamais se déconnecter du plaqué, donc du porteur de balle Emmanuel Aridordoki, il empêche la sortie de balle. Il est complètement couché dans le camp français. Craig Joubert, pourtant connu par son extrême rigueur sur le jeu au sol notamment, ne bronchera pas. C'est un vrai sketch. Je vous laisse admirer la phase de plaquage, la lenteur de la sortie de balle côté français. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut batailler pour sortir le ballon puisqu'un joueur empêche de sortir ce ballon. Parce que vous savez, les joueurs, ils testent au début. S'ils voient que l'arbitre le tolère, ils vont clairement continuer. Et là, Richie Mako a compris le message de Craig Joubert. Il sera libre de pourrir toutes les sorties de balle, des plaquages et des rucks côté français. On continue et cette fois-ci, on est un tout petit peu, on est à 2 minutes plus tard par rapport à la première session que je vous ai montrée. Regardez Richie Mako, toujours pareil, toujours la même situation. Et là, idem, il se retrouve dans le camp français, il gêne clairement le soutien offensif et il ne bouge pas. Petite faute, mais qui aujourd'hui clairement serait systématiquement prise. On continue, quelques minutes plus tard, Richie Mako toujours qui plaque Palisson, Alexis Palisson. Même chose, la volonté immédiate de se retrouver dans le camp français. Il gêne l'arrivée au soutien français, donc personne ne peut avoir une efficacité maximale en tant que soutien offensif. Et là, Craig Joubert décide de récompenser un joueur All Black totalement couché sur le joueur au sol, alors que Richie Mako a gêné l'ensemble des soutiens offensifs. On continue dans l'œuvre de Richie Mako sur ce match. Regardez cette phase de plaquage. Richie Mako au plaquage sur Lionel Allais. Les deux mains au sol. Les deux mains au sol. On n'a pas plus couché au sol que Richie Mako sur cette phase. Il récupère le ballon, il le talonne à la main pour l'envoyer et le faire sortir du ruck. Incroyable. On continue et on est quasiment au paroxysme de l'œuvre de Richie Mako. On a un Richie Mako complètement couché, ici, là, au bout de ma souris, sur le côté, qui est en train de disputer le ballon, d'attraper Dimitriashvili pour l'empêcher de sortir le ballon. Dimitriashvili montre, dépité à l'arbitre Craig Joubert, la faute et le comportement de Richie Mako. Mais Craig Joubert décida encore une fois de ne pas bouger. Séquence suivante, cette fois-ci nous partons d'une mêlée. Richie Mako, qui est grand côté sur cette mêlée, vous ne le voyez pas, vous voyez juste sa tête qui dépasse ici, là. Introduction, équipe de France. Regardez le comportement de Richie Mako. Introduction Dimitriashvili, le ballon toujours dans la mêlée, puisque nous le voyons ici. Richie Mako déjà délié, devant l'arbitre. Le ballon toujours dans la mêlée. Et là, totalement délié, je vous remets la situation. Regardez, totalement délié, en train de naviguer, faute évidente, placé devant Craig Joubert. On continue cette vidéo sur le comportement de Richie Mako pendant toute cette rencontre. Et regardez encore une fois un exemple incroyable. Ici, Richie Mako, on a une petite phase de ruck. Vous le voyez donc ici, au bout de ma souris. Regardez le comportement. Il vient sur le côté, on ne peut pas considérer qu'il est dans l'axe du ruck. Taper directement sur Dimitriashvili qui tente de sortir le ballon. Plonger, ça ne lui pose aucun problème. Et enfin, il est pris par Craig Joubert. On est en deuxième mi-temps et ça fait déjà une mi-temps complète qu'il n'a pas été pénalisé et qu'il fait à peu près ce qu'il a envie. Et je peux vous assurer que rares ont été les pénalités contre Richie Mako. On continue. Nous sommes vraiment quasiment à la fin du match. Et là, vraiment, on est sur
je crois qu'on est sur le summum de ce qui est possible de faire pour un joueur de rugby en termes de faute. Regardez cette situation. Plaquage sur Palisson. T'en arrives, pas de problème, jusque-là, aucune faute. Regardez Richie Mako que vous reconnaissez ici avec son maillot numéro 7. Il va délibérément tourner autour de la situation, plonger sans aucun problème du côté français, foutre un bordel, excusez-moi l'expression, monumental, ralentir exagérément à la sortie de ballon français, sans jamais être inquiété. Il semble que Craig Joubert ait décidé de ne plus siffler. Nous atteignons la fin du match. Il déclarera dans sa vidéo plusieurs années après qu'il souhaitait, sur la fin du match ou sur son match, ne prendre que le clear and obvious. Clear and obvious veut dire, en anglais, je traduis, excusez-moi, clair et évident. Mais si toutes ces phases que je viens de vous montrer ne sont pas claires et évidentes, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour pouvoir arbitrer ce genre de phase et enfin pénaliser. Bien évidemment, l'œuvre de Richie Mako ne s'arrête pas là. Nous atteignons quasiment la fin du match. Et là, c'est porte de saloon, porte ouverte totalement. On fait ce qu'on veut, Craig Joubert ne sifflera plus rien. Regardez le ruck suivant. Plaquage. Et là, aucun problème. Même joueur au sol, il empêche Dimitri Yachvili de faire sa passe alors qu'il est complètement au sol. Et excusez-moi, j'en souris parce que même si ça me fait presque pas rire cette analyse vidéo, voilà, ça fait partie des choses totalement incroyables. Regardez ce chef-d'œuvre. On est quasiment à la fin du match. Regardez, Richie Mako, vous l'avez reconnu avec son maillot ici numéro 7 au bout de ma souris. Il fait reculer un Français. Il plonge dans le camp français. Alors là, on est vraiment sur une œuvre incroyable jusqu'à provoquer l'en avant de Jean-Marc Doussin. L'équipe de France est outrée. Elle ne comprend pas les décisions. Elle ne comprend plus, même si elle ne les a pas très bien comprises pendant 75 minutes, elle ne comprend absolument plus les décisions de Craig Joubert. Voilà pour ce chapitre numéro 4. Vous l'aurez compris, Richie Mako, qui est quand même un grand joueur à qui on ne peut pas enlever l'étendue de son talent et de sa carrière. En tout cas, cette finale a été un ouvrier qui n'a pas toujours été dans les règles de l'art, mais puisqu'il a été autorisé à le faire, il l'a fait tout à fait naturellement et normalement. Chapitre 5, Thierry Dussautoir, le Dark Destroyer. Dans ce match, et pour l'ensemble de sa carrière, Thierry Dussautoir a découpé du Néo-Zélandais. C'était un régal de voir ce guerrier plaquer à tour de bras et plaquer très très dur. Regardez ces différentes phases de plaquage. Première phase de plaquage énorme de la part de Thierry Dussautoir. Regardez, l'ouvreur néo-zélandais aura le malheur de tomber et de croiser son chemin. Boum! Gros plaquage de Thierry Dussautoir. Premier gros plaquage de Thierry Dussautoir. Nouvelle situation avec un box kick de la part de Dimitri Yachvili. Et là, même chose. À nouveau, gros plaquage. Je peux vous assurer que j'aurais jamais eu envie de prendre Thierry Dussautoir sur le dos de cette façon. On continue dans cette œuvre. Plaquage à deux, et à nouveau ça fait mal, ça fait vibrer. Et on continue, parce que c'est vraiment pas fini. Regardez à nouveau ce plaquage. Là je peux vous assurer que le 10 néo-zélandais avait peur de voir arriver dans son rétroviseur un Thierry Dussautoir déchaîné. Ces 4 plaquages que je viens de vous montrer en finale de Coupe du Monde ne sont qu'une infime partie du talent de Thierry Dussautoir pendant toute sa carrière. Après la Coupe du Monde, et à titre de maigre lot de consolation, l'International Rugby Board attribuera le titre de meilleur joueur à Thierry Dussautoir, notamment pour un record absolu, 38 plaquages lors du quart de finale France-Nouvelle-Zélande en 2007. Rendez-vous compte ce que ça peut faire, 38 plaquages. Ce lot de consolation ne passera pas vraiment très bien côté français. Il semblerait que ce soit un lot qui permette de mieux faire passer la pilule de cette défaite cruel en finale de Coupe du Monde 2011. Chapitre 6, les essais. Vous imaginez bien quand dans un match qui finit à 9, à 8, on va pas passer des heures à analyser les essais. Un essai de chaque côté. Les Blacks frapperont les premiers pour une réponse des Français. L'essai All Black part d'une douche française. Un lancer de William Servat non capté, mais malgré tout récupéré par Thierry Dussautoir. Seulement, dans le lancement de jeu, Thierry Dussautoir se retrouve totalement isolé. Wepou gratte totalement, légalement, même si vous constatez qu'à nouveau Richie Mako ne s'est pas gêné pour être dans le camp français. Mais là, il faut bien reconnaître que les soutiens français étaient en retard. Wepou conteste légalement le ballon, pénalité logique en faveur
des Néo-Zélandais. Cette pénalité donnera lieu à une touche à 10 mètres de la ligne d'en but française. Un danger, certes, mais un danger contenable pour les Français. Ce ballon lancé et capté par le All Black en l'air. Mais donné immédiatement, vous voyez le déplacement du pilier gauche ici, immédiatement au pilier gauche, et l'alignement français s'est ouvert comme un livre. Une erreur de défense en touche qui coûta très cher. Bien évidemment, et Nicolas Mas et aucun Français ne pourra éviter cet essai. Maintenant, place à l'essai français. Tout démarre d'une phase de plaquage ruck sur la ligne des 50 mètres. Regardez Aurélien Rougerie sur cette image. La phase de plaquage ruck est en train de se constituer. Un contest qui semble légal de la part de Thierry Dussautoir juste ici ne sera pas récompensé par l'arbitre Craig Joubert. D'où la levée de main de la part d'Aurélien Rougerie. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que la phase de ruck, c'est tous les joueurs participants au ruck qui forment les lignes de hors-jeu. Dans cette situation, le hors-jeu dans cette phase de ruck est situé au pied du All Black que vous voyez ici. Donc, on peut considérer que Aurélien Rougerie est hors-jeu sur le ruck. Ensuite, on peut aussi le prendre pour être rentré sur le côté du ruck. Le ruck est formé, il n'est pas possible de faire ça alors que le ruck est allé au sol. Cette situation et ce pied sur le ballon donnent un énorme ballon à François Trinduc. Dimitri Yachvili, une situation dynamique des Français qui vont savoir en profiter à nouveau Aurélien Rougerie. Derrière, un petit ruck, enfin un petit ruck rapide. Côté gauche, avec William Servat qui conserve intelligemment le ballon. Nouveau ruck, le ballon sort. Lentement, parce que vous voyez encore une fois la tentative de la part des Blacks de ralentir cette sortie de ballon. Ballon lent, Dimitri Yachvili décide de reconstruire le jeu. Aurélien Rougerie, Thierry Dussautoir, et cette fois-ci, c'est la défense néo-zélandaise qui s'est ouverte et enfin un essai français. Mais vous l'aurez compris, cet essai peut souffrir de fautes françaises qui n'ont pas été sifflées. Mais au vu du contenu de la rencontre, on va le dire, personne n'en veut aux Français sur cette situation. Chapitre 7, erreur et indiscipline française. Une équipe ne peut pas être parfaite pendant 80 minutes. Même si les Français ont fait un match courageux, l'indiscipline et les erreurs individuelles, certainement dues par le stress que représentait cette finale, a mis en péril la victoire française. Je vais peut-être vous donner des éléments qui ont fait que, au-delà de Richie McCaw, au-delà de Craig Joubert, certaines erreurs françaises ont été commises et ont peut-être coûté ce match. Et ça commence dès les premières minutes de ce match. Dimitri Yachvili, sur un coup de pied censé être de pression, sur un ruck plutôt simple, envoie ce coup de pied, mais malheureusement, ce coup de pied ira directement en touche. Ce qui donnera une touche en faveur des All Blacks sur les à peu près 37 mètres du camp français. Même si Dimitri Yachvili regrette énormément, on peut comprendre la pression folle qu'il peut y avoir dans ce genre de match et le stress qui se dégage avec. 4 minutes plus tard, sortie de ruck assez facile, Morgan Parra anticipe la sortie de balle et fort logiquement, Craig Joubert le prendra pour un hors-jeu. Cette faute est certainement due à beaucoup de stress de la part de l'équipe de France et ça s'est vu 1 par Dimitri Yachvili et son coup de pied directement en touche, 2 par ce hors-jeu totalement évitable de la part de Morgan Parra. Dans une finale, il faut être présent partout à 200%. Tu ne peux pas faire autrement. Généralement dans un match de rugby, c'est déjà le cas, mais alors dans une finale, c'est encore pire. L'exemple le plus frappant, c'est ce contre-ruck de la part des Néo-Zélandais, complètement dans l'axe, avec un François Trinduc bien trop haut et qui ne peut pas résister à la poussée des Néo-Zélandais. La pénalité donnée contre le camp français est totalement logique. On continue. Les Blacks dominent. Sur cette phase de plaquage, Thierry Dussautoir plaque Mahanonou, ne le relâche jamais et il est tout à fait normal que Craig Joubert le pénalise. J'aurais aimé, alors même si clairement il n'y a rien à dire sur cette faute, j'aurais aimé que le camp néo-zélandais soit pris exactement de la même façon. Même si nous sommes totalement d'accord que la faute de Thierry Dussautoir est plutôt
très évidente. Je vous remets le ralenti, on voit Thierry Dussautoir plaquer Mahanonou, même si Emmanuel Arinordoki participe au plaquage, Thierry Dussautoir ne relâchera jamais Mahanonou et se couche pour finir, aucun problème, la pénalité est totalement méritée. Dans l'indiscipline et les fautes qui peuvent être totalement évitées, on voit sur ce clip que les Français traînent. William Servat se plaint de la cuisse, c'est beaucoup trop long pour Craig Joubert, les Français sont pris d'un coup franc pour cette touche pour ne pas avoir joué assez rapidement. C'est vraiment dommage, c'est de toutes petites fautes qui donnent une possession de plus pour les All Blacks qui n'avaient pas besoin de ça dans cette rencontre. Imprécision à nouveau française. Dimitri Yachvili donne le ballon à François Trinduc. François Trinduc donne le ballon à Vincent Clerc qui souhaite mettre un coup de pied de pression et faire reculer les All Blacks. Malheureusement, son coup de pied ira directement en touche et ça donnera une nouvelle possession pour les All Blacks sur les 42 mètres du camp français. Toutes ces petites imprécisions, les mises les unes à côté des autres, ont coûté cher à l'équipe de France. Côté imprécision, cette pénalité sera loupée par Dimitri Yachvili. Ce n'est pas la seule pénalité qui a été loupée. Malheureusement, tous ces points cumulés les uns derrière les autres, personne n'en veut au buteur bien évidemment, Dimitri Yachvili, François Trinduc, mais force est de constater que toutes ces petites imprécisions, notamment face aux perches, ont coûté très probablement très cher à l'équipe de France. Voilà une situation qui fait partie de la discipline française, mais qui n'a pas été arbitrée de la même façon des deux côtés. Deux poids, deux mesures. Quand Richie McCaw nous fait son cinéma pendant 80 minutes, eh bien, là où les Français font quasiment la même chose, ils ne sont pas tout à fait pris de la même manière. Regardez cette situation. Thierry Dussautoir, que nous voyons ici avec son casque et son numéro 6 dans le dos, plaque et est bloqué par les All Blacks. Et bloqué cette fois-ci, il n'a pas l'intention de rester, on souhaite même sortir rapidement de la zone de plaquage, et est bloqué par les All Blacks. Et cette fois-ci, même si je pense que le ballon a été récupéré illégalement de la part des Français, les Français sont pris pour la même situation que nous ont proposé les All Blacks pendant 80 minutes. Cette pénalité est donnée quasiment face aux perches. Donald, le 10 remplaçant des Néo-Zélandais, ne la loupera certainement pas. Cela portera le score à 8-0 pour les All Blacks. Erreur et imprécision française. Pénalité en faveur des Français. Nous sommes à environ 25 mètres de la ligne de but des Français. C'est l'occasion idéale pour aller trouver une touche et avoir une nouvelle possession dans le camp All Black. Malheureusement, la pression et l'enjeu fera déjouer le pied de François Trinduc qui ne trouvera jamais cette touche. Alors au lieu d'avoir une possession française, c'est les All Blacks qui sont à la relance. À nouveau, on est toujours dans l'indiscipline et l'imprécision françaises qui ont probablement, toutes ces petites erreurs, je vous l'ai dit, coûté le match à l'équipe de France. Cette pénalité qui semble réalisable, on est quand même à 49 mètres, presque face au poteau sur le bon pied de François Trinduc. Cette pénalité passera totalement à droite des poteaux. Dernière imprécision française, on est sur quasiment la fin du match, tous les ballons, toutes les possessions sont importants. Damien Traille qui a un coup de pied énorme habituellement. Malheureusement, ce coup de pied n'aura pas de profondeur. Et si vous regardez ici Pascal Papé, il est complètement hors jeu. Il est en position de hors jeu, il ne fait pas l'effort de sortir de la zone, la fameuse zone des 10 mètres. Damien Traille récupère le ballon et à aucun moment Pascal Papé n'est remis en jeu. Craig Joubert aurait totalement pu prendre sur pénalité Pascal Papé pour un hors-jeu devant le botteur. Voilà pour ce chapitre 7, erreurs et indiscipline française. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas seulement les All Blacks qui ont fait tout ce qu'ils voulaient pendant ce match et Craig Joubert les a accompagnés. Il y a aussi des erreurs techniques, individuelles et collectives de cette équipe de France qui malheureusement n'ont peut-être pas permis de remporter ce match. Chapitre 8, la mêlée. La mêlée, même s'il n'y en a pas eu énormément dans ce match, toutes les décisions qui ont été prises sont erronées. Et je vais vous expliquer techniquement, par rapport à la règle, pourquoi. Je remets juste le contexte. 2011, 2026 aujourd'hui, 15 ans d'écart, il n'y avait pas autant d'observables et les arbitres n'étaient pas aussi précis sur la mêlée qu'ils le sont aujourd'hui. Dans cette première mêlée que je vous ai sélectionnée, regardez le comportement du pilier droit néo-zélandais, le numéro 3. Juste ici, je vous le mets avec ma souris. Je vous rappelle que les commandements
à cette époque, en 2011, c'était flexion, toucher. Donc les joueurs touchaient l'adversaire et revenaient. Le toucher donnait la distance qu'il devait y avoir entre les deux premières lignes. Ça n'avait pas grand chose, mais c'était comme ça. Pause, donc il y avait une pause qui se faisait. Et après on disait engage, entrée. Et là les premières lignes rentraient. Pas d'obligation de se tenir comme aujourd'hui où vous avez flexion, lié, entrée. Regardez le comportement donc du Néo-Zélandais, le numéro 3. Dès l'impact, il choisit une rotation de son dos et se met en travers pour aller sous William Servat. Qu'est-ce qui se passe pour le gaucher Jean-Baptiste Poux? En face de lui, il retrouve un vide. Plus personne pour pousser. Donc le droitier néo-zélandais choisit de se mettre en difficulté, puisque en faisant ça, il va pousser sous le talonneur. Et par rapport au pilier gauche, forcément, si vous essayez de combattre quelqu'un et que vous vous mettez en travers par rapport à lui, eh bien quand vous poussez, vous êtes en difficulté parce que vous n'êtes plus en force face à face. Et là, l'arbitre Craig Joubert va mal interpréter la situation et ne va pas percevoir ce droitier néo-zélandais qui se met en travers. Je laisse filer la situation. Jean-Baptiste Poux, comme il a un pilier droit en face de lui qui s'est mis en travers, devient plus fort que le droitier, enfonce le droitier néo-zélandais. Et malheureusement, l'effet de l'arbitrage, c'est que Jean-Baptiste Poux va être pénalisé pour avoir été au sol. Alors que, par rapport à la règle, c'est totalement l'inverse. Un pilier ne peut pas se mettre en travers de cette façon dès l'impact, ou à aucun moment d'ailleurs, il doit combattre son adversaire face à lui. Deuxième mêlée que je vous ai sélectionné et même cause, même effet. On observe à nouveau, si vous avez bien regardé le clip d'avant, le pilier droit néo-zélandais. Toucher, pause, engage. En 2011, c'était les commandements. Dès l'impact, c'est encore plus flagrant que la mêlée d'avant, il se met en travers sous William Servat. Même cause, même effet. Pilier en travers, Jean-Baptiste Poux qui domine son pilier droit. Même cause, même effet. Craig Joubert pénalisera à nouveau l'équipe de France. Bien évidemment, les spécialistes de la mêlée, que sont William Servat, Jean-Baptiste Poux et Nicolas Mas, ne comprennent absolument pas la décision de Craig Joubert. Et maintenant que vous comprenez la règle, comprenez les comportements de chacun, vous comprenez aussi que ça ne pouvait pas être pénalisé contre l'équipe de France. Troisième et dernière mêlée que je vous ai sélectionnée. Introduction française. On est à peu près autour de la 60e minute. Donc, comme vous l'avez vu dans les deux clips que je vous ai présentés qui étaient avant ce clip-là, les Français ont été pénalisés 2 fois pour un droitier qui se met en travers, un droitier néo-zélandais, et du coup le gaucher est pris, Jean-Baptiste Poux est pris, alors qu'il n'y est absolument pour rien. Vous allez me dire, techniquement, peut-être que l'équipe de France aurait dû trouver des solutions. Dans ce clip, regardez la solution qu'ils ont trouvée. Observez bien Nicolas Mas, ici, le numéro 3. Puisqu'ils ont subi, les Français, 2 pénalités totalement injustifiées, ils ont décidé très intelligemment de corriger et de faire la même chose. Ils ont compris que Craig Joubert n'avait pas la bonne analyse sur la mêlée. Donc, Nicolas Mas se met totalement en travers sous le talonneur remplaçant des Néo-Zélandais. Et du coup, ça permet à l'équipe de France d'avancer, de faire exploser comme un bouchon de champagne le numéro 16. Sachez que si un talonneur explose comme un bouchon de champagne, ce n'est jamais de sa faute. Le talonneur est verrouillé par les bras autour de ses piliers, par la tête dans la mêlée adverse. Donc s'il explose, c'est forcément qu'il a un droitier qui est en train de lui pousser sur les côtes, très très fort. Faites un essai à la maison. Mettez quelqu'un en face de vous qui vient avec la tête, le haut de la tête, vous poussez sur les côtes et appuyez le plus fort possible. Vous allez voir la douleur que vous allez ressentir. Voilà pourquoi le 16 explose. Comme Craig Joubert n'a pas la bonne analyse, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe de France vient bien évidemment être récompensée, injustement par rapport à la règle, mais au vu des 2 cas précédents, on ne va pas trop s'en plaindre. Donc je vous ai montré 3 clips de mêlée avec 3 erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, les arbitres sont beaucoup plus précis sur les mêlées. Regardez le ralenti, c'est encore plus flagrant. Le talonneur explose, Nicolas Mas est complètement sous lui. C'est bien joué de la part des Français qui se sont adaptés à l'arbitrage de Craig Joubert. Pour la petite histoire,
Pénalité quasiment à 50 mètres, légèrement à gauche des poteaux. François Trinduc la loupera, ça passera totalement à droite des poteaux. Chapitre 8, la mêlée, c'est terminé. J'espère que ces 3 cas vous ont plu. Sachez que je prépare une vidéo spécifique mêlée où vous retrouverez très probablement ces mêlées pour essayer et tenter de vous faire comprendre les différents comportements des premières lignes. Chapitre 9 et les fautes invraisemblables des Néo-Zélandais. Après la prestation, comme je vous l'ai montré sur le chapitre d'avant, magistrale de Richie McCaw, qui a fait à peu près ce qu'il a voulu sur ce match sans jamais être inquiété par l'arbitre Craig Joubert, il fallait bien 21 autres joueurs en plus de Richie McCaw pour faire quasiment la même chose. L'hégémonie néo-zélandaise, la protection de l'arbitre Craig Joubert sur ce match les a laissés vraiment faire tout ce qu'ils voulaient. Les fautes que je vais vous montrer sont d'un niveau incroyable. Aujourd'hui, ce serait impossible de jouer au rugby comme ça. Vous seriez pénalisé des dizaines de fois dans la même rencontre avec une multitude de cartons jaunes. Il suffit d'observer les matchs internationaux d'aujourd'hui. Et ça commence dès le début du match. On est au tout début du match. Vraiment, on est quasiment dans la première ou la deuxième minute. Maxime Médard récupère une chandelle, très adroitement. Et regardez l'attitude du All Black, qui n'hésite pas dès le début du match à tomber délibérément dans le camp français. Bien évidemment, Craig Joubert ne va pas le prendre, ça va créer une sortie de ruck extrêmement lente du côté français. Ça casse la vitesse au ruck et on sait qu'elle est très importante, notamment dans notre rugby moderne. Si ça, c'est pas clair et évident ou clear and obvious, il va falloir m'expliquer qu'est-ce qui est clair et évident et qu'est-ce qui est clear and obvious. On continue quelques minutes plus tard. Regardez l'attitude de Reed. Reed est le numéro 8, ici, All Black, au plaquage sur Thierry du Sautoir. Il plaque, il tombe dans le camp adverse. Mais sa lenteur de sortie de plaquage gêne à nouveau la sortie de balle rapide des Français. On continue, on est sur le 3e clip. Regardez l'attitude de Manonou qui vient plaquer François Trinduc. Dès le plaquage, il cherche tout de suite à tomber dans le camp français. Cette faute est énorme. Elle est claire et évidente, mais elle est claire et évidente 152 fois. Il n'y a pas besoin d'être un arbitre international pour prendre ce genre de situation. Enfin, Craig Joubert va pénaliser les All Blacks. On continue avec ce 3e clip. Regardez l'attitude de Richie McCaw. Richie McCaw, vous l'avez ici au bout de l'écran. Quand il va plaquer Alexis Palisson. Plaquage sur Alexis Palisson. Il tient Alexis Palisson au sol et à aucun moment il ne cherche à sortir de la zone de plaquage. Il sait pertinemment que Craig Joubert ne le prendra de toute façon aucunement. Et donc forcément, les soutiens français ne peuvent pas intervenir suffisamment rapidement pour dégager le contest néo-zélandais. Pénalité totalement injustifiée. Regardez le ralenti qui suit. Il est encore plus criard. Regardez. On voit avec cette petite loupe. Voilà. Richie McCaw tranquillement tient le français alors qu'il doit sortir de la zone de plaquage. Tient le français. Ne cherche surtout pas à sortir de la zone de plaquage. Les Néo-Zélandais injustement récompensés. Cas suivant et les fautes toujours invraisemblables. Des Néo-Zélandais ou en tout cas des Français non récompensés sur des choses très claires. Regardez ce contest de Thierry du Sautoir. Jean-Baptiste Pousse plaque le Néo-Zélandais. Thierry du Sautoir avec un soutien bien trop loin des Néo-Zélandais met les mains sur le ballon. Il tient le ballon, il ne sera jamais récompensé par Craig Joubert. On continue par les fautes néo-zélandaises, les fautes invraisemblables néo-zélandaises. Regardez, Damien Traille à la relance, ballon porté, Jérôme Kaino le plaque, l'amène au sol, ne le relâche jamais. Jamais Damien Traille n'est relâché, jamais Jérôme Kaino ne se déconnecte de Damien Traille. Et il ne le lâchera jamais. Craig Joubert n'intervient pas, c'est une situation invraisemblable, je vous le dis. Aujourd'hui, ce n'est plus arbitré comme ça. Et les All Blacks finissent par récupérer totalement injustement ce ballon. Comme les All Blacks travaillent en toute impunité, ils se permettent de faire des fautes absolument extraordinaires. Regardez Ali Williams. Ali Williams, je vous remets très légèrement en arrière, c'est le numéro 18 qui porte un casque ici. Le fameux Ali Williams qui a eu la mâchoire cassée par Sébastien Chabal, vous vous rappelez tous de ces images. On y va, lancement en touche. Le joueur Pascal Papé va tout de suite au sol. Ali Williams va au sol avec lui. Et au sol, il ramène le ballon chez lui en toute impunité. C'est une faute pour un joueur professionnel de ce niveau-là qui est absolument invraisemblable. On continue sur les fautes invraisemblables des Néo-Zélandais. Regardez cette situation. Imanol Arinordoki à la relance.
plaqué par Jérôme Kaino et Richie Mako qui se jettent littéralement dans le camp français sans aucune impunité. La faute est extrêmement claire, clear and obvious, clair et évident. Il n'y a aucune autre option que de pénaliser les Néo-Zélandais. Mais là, Craig Joubert choisira de passer par une mêlée, puisque probablement ce ne sera pas assez clair et évident pour lui. C'est le début de « je ne sifflerai plus rien ». Vous le voyez, hein, Dimitriashvili ne comprend absolument pas cette décision, et je peux vous assurer que personne ne comprend cette décision, du côté français en tout cas. Dans la philosophie de « je ne sifflerai plus rien », on continue. Regardez cette situation. Nicolas Mas à la percussion. Un petit ruck secret. Et là, un Néo-Zélandais, librement, se balade tranquillement dans le camp français petit côté, empêche clairement Dimitriashvili de pouvoir distribuer le jeu, et ce sera tout simplement un simple en avant en faveur des Néo-Zélandais. Décision incompréhensible. Nouvelle situation dans le jeu ne sifflerait plus rien. Regardez cette situation. Maul créé par les Français. Ce maul se constitue et se met à avancer. Regardez le comportement maintenant du pilier ici, néo-zélandais. Ça avance, le pilier tombe et fait tomber la structure française. Craig Joubert ne bronchera pas. Craig ne fait absolument n'importe quoi et totalement couché sur les joueurs sans aucune réaction de la part de l'arbitre. Situation encore une fois qui aurait dû être pénalisée à 200% contre l'All Black. Chapitre 9, faute invraisemblable des Néo-Zélandais est maintenant terminé. J'espère que vous avez vu cet échantillon qui était vraiment incroyable. Des fautes en toute impunité qui ne posaient aucun problème et que l'arbitre Craig Joubert n'a jamais su contrecarrer ou en tout cas pénaliser. Chapitre 10, une fin de match perdue par l'arbitre. Toutes les situations que je vous ai sélectionnées sont uniquement dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Apparemment, Craig Joubert avait décidé de ne plus rien siffler. Une façon de voir les choses qui est totalement incompréhensible au vu du comportement des Néo-Zélandais durant toute la rencontre et accentuée dans ce dernier quart d'heure. Regardez les clips. Premier clip, nous partons d'une touche et d'un maul qui se constitue. Le maul est quasi parfait. Comment Ali Williams peut venir comme ça sur le côté pour venir perturber la sortie de balle française? On continue, là où je vous montre que Craig Joubert a totalement perdu la fin de son match, si ce n'est que ça. Plaquage, et là, plaquage sur Emmanuel Arnauki, et là le 13, Conrad Smith, n'hésite absolument pas à plonger dans le camp français, sachant très bien qu'il ne sera jamais pris. Ballon ralenti côté français, les comportements sont vraiment incroyables. Presque un sketch, cet arbitrage. Maigre récompense que la mêlée dans cette situation. Les Français sont obligés de réagir. Nous sommes en train de perdre le match et l'arbitrage de Craig Joubert est de plus en plus injuste envers l'équipe de France. Les Français du coup sont obligés de châtier eux-mêmes Richie Mako qui une fois de plus se retrouve dans le camp français. Thierry Dusautoir craque. Thierry Dusautoir qui est un joueur exemplaire, qui n'a pas l'habitude de faire de ce genre de gestes. Je pense qu'il est excédé par le comportement des All Blacks et par l'inefficacité de Craig Joubert, l'arbitre. Regardez cette séquence de ruck. Situation lunaire. Les All Blacks refusent de jouer le ballon. Vous allez voir. L'arbitre Craig Joubert ne fait rien. On a presque l'impression que les minutes, les secondes qui s'égrènent l'arrangent. Regardez. Richie Mako ne joue pas. Il attend de longues secondes. Vous vous rendez compte, on est en finale de Coupe du Monde. Le match est quasiment terminé. Il reste moins de 2 minutes. Et le temps s'égrène comme ça. Sans pouvoir, sans rien faire, sans demander aux joueurs de jouer le ballon. Ces secondes sont extrêmement longues. Situation totalement lunaire. Et là, on est, je pense, arrivé au bout de cette pantalonnade. Franchement, je vous le dis comme je le pense parce que ce match-là m'avait marqué en 2011, mais en le réanalysant, et j'y ai passé un petit peu de temps pour le réanalyser, pour être le plus objectif possible et enlever ma casquette de français. Mais je vous le dis, cet arbitrage m'a vraiment exaspéré. Là, on est dans une situation où les Français font exactement ce qu'ont fait les All Blacks pendant 78 minutes. Et cette fois-ci, les Français sont pris. Apparemment, ce qui n'est pas clair et évident côté noir est clair et évident côté blanc.
Chapitre 10, une fin de match perdue par l'arbitre est terminée. Je vous laisse vous faire vos propres avis. Je ne donnerai pas mon sentiment. Les situations sont plutôt très claires et l'orientation créée par Craig Joubert est plutôt très nette. Cette analyse de France-Nouvelle-Zélande est maintenant terminée. Je vous rappelle que l'équipe de France a perdu sur le score de 7-8. J'ai voulu vous ressortir une seule statistique, le nombre de pénalités. L'équipe de France a été pénalisée 12 fois, l'équipe de Nouvelle-Zélande a été pénalisée 6 fois. J'ai bien évidemment tenté d'être le plus clair possible sur la situation. J'espère que j'ai pu ouvrir votre regard et que je l'ai aiguisé un petit peu plus. Je vous laisse faire votre propre avis. Si vous avez des commentaires, mettez-les sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez avoir toutes les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite clochette. Je vous apprécie bien, mais vous n'allez pas me raconter toute votre vie pendant 80 minutes. Salut et à bientôt.